si vous accédez aux sessions Autodesk University, vous savez qu'elles sont toutes en ligne sur le portail. Vous retrouverez ce nom-là pour la session qui a été délivrée par Alexis et moi. Et on était accompagnés de Lionel Fabre également de la société Aegis pour cette présentation. Voilà, les trois speakers qu'il y avait pour cette session. Euh, je te laisse démarrer, Alexis, Ouais, je vais peut-être me présenter parce que je bien sûr. connais. Ouais. Donc, je m'appelle Alexis Mérès. Je suis responsable des outils d'infrastructure linéaire pour le département production outils de méthode de Aegis. Voilà, ça fait 15 ans que je suis chez Aegis. Avant, j'étais projeteur. J'ai travaillé sur pas mal de projets internationaux et un peu spécialisé sur Civil 3D avec développement des processus BIM, d'automatisation, et à côté, je suis aussi formateur conception et livrable pour Aegis. Comme disait Vincent, on a eu la chance de pouvoir présenter ce sujet-là à Autodesk University, qui concerne comment on peut améliorer la gestion des property sets, enfin de la donnée de nos projets en utilisant Standardized Data Tool. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va commencer déjà par faire quelle est l'importance de la gestion de nos données actuellement, euh, quel est l'état des lieux, pour ensuite pour savoir si Standardized Data Tool peut y répondre et comment. On fera une analyse des processus actuels de la gestion des property sets avec et sans SDD. Et puis après, on pourra vous présenter un cas d'usage chez Aegis et puis vous donner quelques métraits pour finir sur une conclusion. Merci, Alexis. Je crois que c'est moi qui démarre avec C'est toi qui démarres, oui. un point sur les jeux de propriété dans Civil 3D, parce que tout ça va être basé sur les jeux de propriété. D'une manière générale, on va essayer de redresser le tableau en partant de ce sujet sur les données, les data. Ça devient de plus en plus crucial aujourd'hui de savoir gérer les données quand on fait de la conception, que ce soit bâtiment, mais aussi pour nous maintenant en infrastructure. On parle de plus en plus, je vais dire quand même, de modélisation que que de dessin. On va plus vers de la 3D que vers de la 2D. Je dis pas que tout est full modélisation aujourd'hui, bien sûr, ça dépend des projets, ça dépend des demandes, etc. Mais la modélisation devient de plus en plus importante et on voit bien que c'est le mouvement général. Quand on parle de modèle, on parle de géométrie, bien sûr, mais aussi de données. Faire des modèles, faire de la géométrie pour un projet, que ce soit de la route, du rail, de la plateforme, port, aéroport, etc. S'il n'y a pas les données associées, c'est quoi le matériau, c'est quoi les spécificités de chaque entité qui compose le modèle, ça n'a aucun intérêt. Enfin, ça a très très peu d'intérêt. C'est de la visualisation, c'est du partage de l'intention, etc. L'exploitation derrière, elle est très très pauvre. Euh, avec cette évolution vers la modélisation, les pratiques évoluent aussi. C'est ce qu'on voit déjà, ce qui est déjà en train d'arriver, notamment pour la quantification. Les métraits, certes, on a des habitudes de métrer sur des plans en 2D, mais lorsqu'on a un modèle, la modélisation du projet qui est finalisé, que chaque objet a ses propriétés, on peut aller exploiter les attributs, les propriétés de chaque objet pour faire de la quantification. C'est une autre façon de faire les métraits, les quantifications des projets. Les contrôles et les validations. Est-ce que j'ai bien tous les matériaux nécessaires? Est-ce que tous les objets, est-ce que tel type d'objet correspond aux réglementations, aux normes qui m'étaient demandées sur ce projet-là, etc. De la même façon, si les objets ont leurs bons attributs, on va pouvoir le contrôler très très vite. La partie approche environnementale, hein, sustainability, c'est quelque chose qui est de plus en plus euh, demandé, qui est de plus en plus prégnant également. On peut aussi ajouter des attributs liés, par exemple, à l'impact carbone pour chaque objet et avoir une vision globale du projet sur son impact carbone. Et puis, bien sûr, tout ça va nous amener vers le jumeau numérique. La modélisation du projet, si tous les attributs sont bien renseignés comme il faut, on va pouvoir s'en servir beaucoup plus facilement pour faire de la maintenance dans le cadre d'une exploitation de jumeaux numériques.
La partie OpenBeam également est très importante. Building Smart International a sorti récemment, ça fait un peu plus d'un an maintenant, le nouveau format IFC 4.3, qui pour l'infrastructure est très important parce qu'il introduit des propriétés, des classes, des catégories infrastructures. Et on n'avait pas, ça nous manquait précédemment. On travaillait beaucoup avec le 2.3, mais on utilisait des IFC de façon générique parce qu'il n'y avait rien de dédié à l'infrastructure. Maintenant qu'on a ce format avec ces catégories et ces classes dédiées, ben, il faut s'en servir, il faut les exploiter. Ça veut dire qu'il faut être capable de faire le mappage entre les propriétés des projets d'infrastructure et les classes et les catégories des IFC 4.3 lorsqu'on exporte en IFC 4.3. Ça veut dire qu'il faut maîtriser les attributs et les données des composants du projet d'infrastructure. On a dans Civil 3D une extension IFC 4.3 pour Civil 3D qui permet de faire ce mappage pour sortir un IFC 4.3 à partir d'un projet d'infrastructure. Mais à la source, à la base, il faut bien que les données soient maîtrisées sur le projet. Et les données d'infrastructure dans Civil 3D, elles sont basées sur la notion de jeu de propriété. Donc, les jeux de propriété, c'est un style de Civil 3D qui sert à gérer les données étendues sur tous les objets d'infrastructure. Alors, sur les entités Civil 3D, mais aussi sur des entités AutoCAD, hein, les jeux de propriété traitent euh, AutoCAD et Civil 3D. Et puis, on peut faire beaucoup de personnalisation spécifique, hein, c'est l'intérêt des jeux de propriété. On peut ajouter des propriétés manuelles. On peut faire des listes prédéfinies pour éviter des erreurs de saisie, par exemple. On peut aussi faire des propriétés automatiques, notamment le volume des solides 3D. Ça, c'est très pratique, hein. Chaque composant qui est un solide 3D, on va avoir automatiquement son volume attaché en tant que propriété. On peut rajouter des formules pour faire des choses un peu plus compliquées. Un point sur l'état des lieux au niveau de la gestion des données des projets d'infrastructure. Ce que l'on constate aujourd'hui de plus en plus, c'est que les demandes des maîtrises d'ouvrage évoluent assez vite. Les demandes orientées BIM sont croissantes. Alors, bien sûr, ça dépend beaucoup de la taille des projets. Est-ce que ce sont des projets type public ou privé, etc. Mais tout de même, on voit que les choses évoluent. Alors, parfois, elle n'est pas très bien définie dans les cahiers des charges. Euh, Certains maîtres d'ouvrage ont plus l'habitude que d'autres et les choses sont parfois plus claires que d'autres. Mais en tout cas, on va vers cette orientation vers le BIM, y compris pour les projets d'infrastructure. Pour chaque projet, on va avoir des demandes différentes. Dans les cahiers des charges, les, euh, les demandes vont être faites de façon différente si c'est un projet routier, si c'est un projet ferroviaire, etc. Et puis, vous pouvez avoir des évolutions au fil du projet. Certes, il y a une demande initiale du maître d'ouvrage, mais en fonction des phases et des validations intermédiaires, très certainement, vous allez avoir des demandes, les demandes vont évoluer. Ça veut dire faut être capable d'avoir une certaine réactivité par rapport au maître d'ouvrage en fonction de l'évolution du projet. Pour les projets en eux-mêmes, les projets deviennent de plus en plus complexes. On a des projets qui doivent s'insérer dans des contextes urbains compliqués. On a des grands projets qui doivent être de plus en plus innovants. On a la contrainte aussi environnementale qui est de plus en plus forte. Euh, et il faut savoir adapter ça, gérer ça avec la notion de la donnée. Ça veut dire qu'on va avoir des nombres de fichiers croissants, on a des quantités d'objets qui composent les projets qui explosent, et pour chacun, il faut gérer des propriétés, il faut gérer les données. Alors au final, on se retrouve avec une quantité de données à gérer qui est exponentielle. Il faut savoir quand même maîtriser les mises à jour et les modifications quand le maître d'ouvrage demande des choses, quand il y a des variantes qui sont étudiées, etc. Et évidemment, il y a un niveau de qualité à maintenir qui est pas négociable. Ça veut dire qu'il faut aussi savoir gérer un minimum d'automatisation et d'efficacité sur cette gestion des données d'infrastructure pour pas être noyé sous cette contrainte qui est de plus en plus présente.
Sans une solution dédiée aujourd'hui à la gestion des données pour les projets d'infrastructure, ça va devenir de plus en plus difficile de répondre à cette demande spécifique. Alors aujourd'hui, on va parler de Standardized Data Tool pour Civil 3D. Alors, en quoi Standardized Data Tool va être intéressant? Alors d'abord, le concept de SDT, l'intérêt, c'est que c'est un outil clé en main. Donc, il n'y a pas de développement spécifique à faire. C'est un outil qui est proposé au téléchargement et qui vient s'installer sur Civil 3D et il est dédié à la gestion des données des projets d'infrastructure. Euh, il va permettre de mettre en place un projet de gestion de données. Alors, pas un projet au sens je fais un projet routier ou etc. C'est un environnement de projet qui s'appelle un job. Voilà, c'est un nouveau mot, c'est le vocabulaire qui a été choisi. Un job, c'est un environnement de projet pour gérer les données d'un projet d'infrastructure. Et dans cet environnement, on va pouvoir réaliser des tâches spécifiques pour gérer les données civiles 3D et pour les valider. Sur ce schéma à droite, on voit les différents principaux composants de Standardized Data Tool. Tout en haut, vous avez ce qu'on appelle les Job Standard Files, c'est-à-dire c'est le fichier gabarit, ça peut être un DWG ou un DWT, peu importe, qui contient les jeux de propriété que l'on veut exploiter pour tout notre projet infrastructure. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déployer sur la partie intermédiaire les jeux de propriété qui sont dans ce gabarit sur toute la série de projets, de fichiers, pardon, civils 3D qui composent notre projet d'infrastructure. Et là, on n'a pas de limitation sur le nombre de fichiers, qu'on en ait 2, 3, 4 ou qu'on en ait 150. On va pouvoir gérer entre le fichier template, le gabarit, et tous les fichiers qui composent le projet. Donc déjà, c'est une fonctionnalité de Standardized Data Tool de déployer les jeux de propriété entre un gabarit et toute une série de projets de fichiers de travail. Donc on va gérer les jeux de propriété et on va pouvoir appliquer les propriétés des jeux de propriété à chaque objet de chaque fichier. Ça fait partie des fonctionnalités de Standardized Data Tool. On continue à descendre. En bas, vous avez les Job Data File et Job Validation Report. Job Data File, ça, c'est une super fonctionnalité de Standardized Data Tool. C'est une synchronisation dynamique avec Excel. Ça veut dire que tous vos fichiers de travail vont être connectés avec un fichier Excel et vous pouvez envoyer vers Excel les propriétés et les valeurs, les données pour chaque objet qui compose votre projet d'infrastructure. Pour tous vos fichiers Civil 3D, vous pouvez faire des traitements dans Excel et vous pouvez les renvoyer d'Excel vers les fichiers de travail Civil 3D. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis vous avez l'autre partie, les rapports de validation qui vont vous permettre de contrôler si tout est bien carré dans vos fichiers de travail. Est-ce que vous avez des propriétés attachées à tous vos objets? Est-ce que vous avez enfin, les bonnes valeurs? Est-ce que vous avez les valeurs attendues pour ces propriétés, etc. Vous pouvez les paramétrer, ces fichiers de rapport. Voilà l'interface, voilà à quoi ça ressemble dans Civil 3D. Donc vous reconnaissez les rubans Civil 3D, ça vous rajoute un nouveau ruban. Vous voyez ici tout à droite, le ruban s'appelle Standardized Data Tool. Et vous avez sur ce ruban la liste des fonctionnalités auxquelles vous avez accès. Donc rapidement en bleu, les jeux de propriété appliqués au DWG, donc c'est les fonctionnalités qui servent à pousser les jeux de propriété du gabarit vers tous les fichiers de travail. Et chaque fonctionnalité, vous pouvez l'appliquer à l'unité, c'est-à-dire sur un fichier Civil 3D ou sur tout le groupe de fichiers Civil 3D qui composent votre projet. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous avez deux boutons, hein. Vous avez un traitement à l'unité et vous avez un traitement, un batch treatment par groupe. Après, vous pouvez gérer les jeux de propriété sur les objets, parce qu'une fois que vos jeux de propriété sont attachés au fichier des WG Civil 3D, il faut attacher les propriétés aux objets qui sont dans les fichiers Civil 3D. Donc, vous avez à nouveau des fonctionnalités SDT qui vous permettent de faire ça très, très rapidement. Vous avez après des outils qui vont vous permettre de, de travailler sur la donnée
des propriétés qui sont attachées aux objets, avec des copies, vous pouvez faire des copies de certains objets vers d'autres objets, etc. La synchronisation vers Excel en vert, que vous pouvez faire à l'unité sur un fichier ou sur un groupe de fichiers à nouveau. Et puis en rouge, la gestion des valeurs des rapports de validation. Les autres fonctionnalités vous permettent d'ouvrir rapidement les fichiers clés, ce fameux fichier de synchronisation avec Excel. Le gabarit, qui contient donc les jeux de propriété que vous déployez sur tout votre projet. S'il y a une modification à faire pour un jeu de propriété, il suffit de la faire dans le gabarit et de resynchroniser sur tous les fichiers Civil 3D qui composent votre projet. Ça va très très vite. Et puis bien sûr, les boutons qui vous permettent d'ouvrir les jobs, etc. Donc ça, les fonctionnalités qui sont très spécifiques à Standardized Data Tool. On va vous montrer ça. Ici, quelques exemples de fenêtres spécifiques à Standardized Data Tool. À gauche, ici, bah, c'est la gestion des jobs, donc ces environnements de travail. Ils peuvent être retrouvés dans des collections, c'est une option. Quand vous sélectionnez un job, vous avez automatiquement la liste des fichiers Civil 3D qui composent ce job, donc tous les fichiers Civil 3D qui sont attachés à ce job que vous allez pouvoir traiter par groupe automatiquement. Euh, et lorsque vous faites un traitement par groupe pour attacher les jeux de propriété, vous allez avoir ce type de fenêtre. Soit vous sélectionnez tout le DWG, ou certains DWG, ou un seul DWG. Vous faites comme vous voulez en fonction de la tâche que vous avez à réaliser. Pour attacher les jeux de propriété aux objets, donc c'est Attach Extend Data en anglais. Pour l'instant, l'outil n'est pas encore traduit en français. Il est assez récent. Il est toujours en anglais. Vous voyez ici, vous avez la possibilité de filtrer les types d'objets sur lesquels vous voulez attacher vos propriétés. Lorsque vous avez paramétré tout ça, quand vous faites appliquer et fermer, automatiquement, vous avez un traitement qui se met en marche et qui va attacher, qui va appliquer toutes les propriétés sur les types d'objets que vous avez sélectionnés pour les fichiers que vous avez sélectionnés dans votre projet. Et puis, la synchronisation avec Excel, de la même façon, vous sélectionnez les fichiers que vous voulez exploiter et puis vous dites, est-ce que je veux aller des fichiers vers Excel ou est-ce que je veux aller d'Excel vers mes fichiers en fonction de la phase à laquelle vous en êtes. Analyse du processus avec et sans Standardized Data Tool. Et là, je redonne la main à Alexis. Merci Vincent. Donc ouais, effectivement, avant de voir ce que STD peut apporter à cette gestion de données, il faut déjà regarder, faire un état actuel de quel est le processus pour appliquer ces jeux de propriété. Donc on considère que tous les entrants sont effectivement les objets 3D, donc c'est tout ce qui va être objet AEC, vraiment civil 3D, type structure, canalisation. Tous les solides 3D, donc je pense notamment aux solides 3D exportés depuis les projets 3D, mais ça concerne également aussi les blocs 3D, etc. Je parle aussi bon là c'était pour la présentation Aegis, mais la partie standardisation qui va être importante, qui va être comment vous gérez vos calques, comment vous gérez les property sets par défaut, et puis un peu de gestion de production. Est-ce que vous utilisez des dossiers spécifiques pour des disciplines? On va y revenir juste après. Donc comment on applique ces jeux de propriété? Bah, actuellement, en fait, on est obligé de le faire fichier par fichier et par discipline. Je veux dire qu'en fait, si je veux appliquer des property sets spécifiques à des structures de chaussée, je veux que ces property sets ne soient que dans les fichiers qui gèrent les structures de chaussée. Je veux pas avoir à gérer des property sets qui ne seraient pas liés à cette discipline pour éviter de gérer des champs vides. Et fichier par fichier, parce que même si vous créez votre jeu de propriété, vous pouvez l'attacher dans votre gabarit. Et si votre gabarit est en référence de tous vos fichiers, alors il s'applique. Par contre, il n'est pas attaché au solide. Ensuite, la deuxième étape, c'est de renseigner cette donnée. Donc, comme Vincent le disait, vous pouvez le faire manuellement. Donc, l'utilisateur est libre de renseigner la valeur qu'il souhaite, semi-manuellement. Euh, Par exemple, en utilisant des listes, qui permet de figer la syntaxe et d'éviter d'avoir des erreurs de remplissage, ou de manière automatisée, en utilisant les formules de property set, mais qui peuvent être limitées dans certains cas, ou alors en utilisant des scripts Dynamo.
Et du coup, pour le contrôle, chez Aegis, ce qu'on fait, c'est qu'on exporte l'IFC et on a développé un outil qui s'appelle l'IFC Model Checker. Et ensuite, si l'IFC est bon et correspond vraiment soit à nos prérequis, soit à ceux du client, on peut soumettre l'IFC. Ce, ce processus actuel, en fait, il soulève trois principales de difficultés, qui est déjà le fait d'appliquer fichier par fichier. On ne peut pas demander à un utilisateur de remplir la donnée manuellement, et même semi-manuellement, c'est beaucoup trop long. Et pour les automatisations, tout le monde n'a pas forcément les compétences dans les formules Property Set. Et même si on développe des dynamos qui font ce travail sur des projets, eh ben, ces scripts Dynamo sont pas forcément applicables sur d'autres projets et même des fois même du même projet avec le même client parce que ben, en fait leur demande évolue fortement aussi. Et effectivement, on contrôle la donnée après l'export IFC. Donc voilà. Et là, Standardized Data Tools, ce qui nous permet de faire, bah, c'est déjà que on peut appliquer les property sets et les attacher aux objets de façon par lot. On peut synchroniser toute la donnée avec Excel, et je pense que tout le monde connaît Excel et tout le monde connaît la puissance d'Excel sur les formules. Et ensuite, on valide la donnée avant de l'exporter. Je te laisse passer sur la suivante. Ok. Et donc, je vais vous présenter un cas d'usage d'étude euh, pour l'application de SDT. Donc, c'est un projet qu'on utilise sur beaucoup de proof of concept, hein. Il s'agit d'un projet d'élargissement de 16 km à 2 fois 4 voies. Vous avez quelques chiffres en dessous. Donc, c'est un projet qu'on utilise pour les modélisations BIM, les tests de VR, les tests de réalité augmentée sur site, les exports BCF, etc. C'est un projet qui est conçu pour une phase pro, donc avec un niveau de détail assez important sur les profils en travers, qui génère énormément de solides. Et puis vous avez quelques chiffres aussi à côté. Donc on a plus de 70 projets 3D qui traitent de la section courante, des rétablissements, des voies latérales, des accès de service. Et puis aussi ben, pas mal de fichiers qui concernent la partie assainissement, drainage, 19 bassins et puis autant de canalisation et de structures. Ah oui, je vous expliquais la gestion de nos dossiers et de la standardisation. Donc, tous nos projets sont faits selon la standardisation EGIS, c'est-à-dire la codification de fichiers, tout ce qui va vraiment être charte graphique aussi au sein des fichiers. Et après, on a quelques de règles de conception qu'on applique, qui sont qu'on gère les projets 3D par point d'échange, c'est-à-dire qu'un échangeur sera un projet 3D, un fichier, un giratoire sera un autre fichier dans un autre projet 3D, et qu'on essaye de limiter les longueurs de projet 3D à 10 km pour pouvoir quand même gérer des fichiers qui soient relativement euh, d'un poids relativement utilisable, si je peux dire ça comme ça. Et, euh, et puis aussi pour l'aspect travail collaboratif, on préfère découper les projets 3D. Et puis bien sûr, ça, c'est faisable grâce aux raccourcis aux données, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, on suit une arborescence de conception, une arborescence type de production. Donc, une arborescence pour la conception et une pour les livrables. Tu peux passer juste après. Et donc, en fait, on a des dossiers de production qui sont en lien avec des disciplines. Bon, là, on voit C civil. Les dossiers qui vont être dans ce dossier ne vont concerner uniquement les projets 3D, tout ce qui va être en lien avec les structures de chaussée. Le drainage, ça va être les bassins, ça va être les structures, les canalisations, etc. Mais même si au sein de ce dossier, euh, j'ai un projet 3D qui peut concerner, euh, par exemple, qui peut contenir un projet 3D de section courante, de voie latérale et d'accès de service dans le même fichier, on suit une deuxième règle qui sont les sous-disciplines pour les exports. Les exports vont être scindés en fonction des sous-disciplines pour éviter d'avoir des informations qui sont différentes dans le sein d'un même dossier. Donc voilà, c'est ce qu'on présente ici. C'est-à-dire que dans ces civils, je peux avoir un fichier complet. Par contre, les sous-entités sont exportées dans des dossiers différents.
dans Access Road, j'aurai que les fichiers qui concernent les voies d'accès. Ok, donc la vie des projets, elle peut être marquée par pas mal de choses, et notamment pour des demandes qui ne sont pas initialement prévues. Et là, c'était un peu le cas. C'est que bien que le projet était quasiment fini, on va dire, la donnée, elle avait été vérifiée, elle avait été contrôlée, elle était conforme aux exigences. Par contre, le client nous a demandé de classifier cette donnée, enfin, d'appliquer de la codification en fonction de sa propre règle qui va s'afficher maintenant. Et tu fais encore un deuxième clic. Voilà. Donc en fait, il demande de classifier la donnée en sept disciplines, pardon, en sept niveaux. Donc un niveau A, un niveau 1 qui est une codification sous forme de lettres, le niveau 2 à 6 qui sont des codifications sous forme de chiffres, et le dernier niveau qui est une concaténation des niveaux précédents. Et donc ça nous demande d'appliquer, pardon, ça nous demande d'appliquer ces sept niveaux sur plus de 240 catégories qu'a défini le client et sur plus de 12 000 solides. Donc ça, on est obligé d'y répondre. Euh, Par contre, ça aurait été très fastidieux de le faire avec un processus courant. Et donc, on va voir maintenant comment ça se passe avec SDT. Donc, juste pour reprendre la création d'un jeu de propriété, je ne vais pas expliquer en détail, mais c'est juste pour vous dire comment on a fonctionné. Donc, on a créé les listes, une liste 1 qui regroupe les différents codes de classification du client, et une liste 2 qui, elle, gère les niveaux 2 à 6, qui sont juste du numéro. Ensuite, on a appliqué ces listes au property set. Donc, le niveau 1 est associé à la source level letter, les level 2 à 6 à la source level number, et ensuite, ben, le dernier, c'est juste une concaténation simple des niveaux précédents. Donc, j'ai créé tous mes property sets et j'ai choisi de créer autant de gabarits que j'avais de disciplines. Et ça, pour STD, c'est assez simple parce qu'en fait, un gabarit va représenter un job. Moi, j'ai vraiment vu le job dans le travail que j'ai fait pour une discipline. C'est relativement simple. Maintenant, on va voir comment j'ai créé mes property sets, j'ai créé mes gabarits. Maintenant, il faut que j'attache ces gabarits à mes fichiers. On va utiliser le Job Manager qui va me permettre du coup d'avoir accès à mes jobs. Et ensuite, en sélectionnant le job, je peux ajouter très facilement mes modèles, donc mes fichiers. Et pour ça, j'ai juste à aller chercher mon dossier. J'ai tous les fichiers de mon dossier qui sont listés. Je clique sur le plus pour les ajouter. Juste à faire, finish et fermer. Donc en vert, c'est qu'il n'y a pas de problème. En rouge, c'est qu'il y a un problème. Et la codification jaune, c'est que le fichier qu'on a ajouté n'a pas été encore sauvegardé dans le job. Donc mes jobs sont maintenant liés à mes fichiers, mais par contre, les property sets que j'ai déployés ne sont pas encore attachés aux objets. Je vais utiliser la commande batch extended data. Je sélectionne ma collection, mon job, les fichiers sur lesquels je vais attacher mes property sets. Je choisis le type d'objet. Donc là, c'est de la plateforme, hein. C'est des solides exportés du projet 3D. Je sélectionne uniquement solide 3D. Et c'est terminé. Du coup, maintenant, pour vérifier si c'est bien le cas, je peux utiliser le Job Explorer, qui est assez intéressant dans son utilisation parce que j'accède directement au fichier que je souhaite. Je resélectionne ma collection, mon job. J'ai un accès direct à mon fichier qui va s'ouvrir. Et je vais venir sélectionner un solide, par exemple.
Et là, j'ai accès à mon property set client que j'ai déployé. C'est vrai que j'ai oublié de dire, c'est que on a défini la valeur par défaut par des triple dièse pour éviter d'avoir des valeurs vides. Pour moi, ça me permet d'identifier très rapidement si je vois triple dièse, c'est que l'information n'a pas été encore remplie. Tu peux passer. Ouais, Maintenant, je dois remplir cette donnée. Et comment je peux faire? Bon, Vincent disait que je pense que tu peux. Ça rejoue la même vidéo, je pense. c'est la même. Oui. Ouais. Donc, on a Euh, attaché. C'est Vas-y. bon, c'est bon. On a attaché les property sets sur mes solides. Maintenant, il faut que je puisse la remplir. Et je vais utiliser du coup la synchronisation avec Excel pour rapatrier toutes les property sets de mon job dans Excel. Donc j'ai le choix soit d'importer ou soit d'exporter. Je vais laisser sur l'export. Et la deuxième option, c'est uniquement de tout récupérer ou uniquement les fichiers qui n'ont pas été remplis. Là, j'ai accès à toutes les property sets dans ces objets. Donc la custom classification qui est la classification dont je parle. Mais il y a aussi derrière les property sets par défaut que vous utilisez quand vous exportez les solides 3D, mais qui contiennent des informations sur les solides qui sont par exemple le nom de l'axe qui a été utilisé, la station, le nom du PT, les volumes, etc. Ça, c'est des informations qui sont assez importantes après, qui vont m'aider à remplir les bonnes informations. Donc, vous voyez que l'Excel, quand il s'ouvre, chaque onglet va correspondre à un property set qui est déployé dans le fichier. Et bien entendu, le property set classification client est ici, avec les valeurs par défaut. Donc, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est qu'il faut que je trouve une logique pour utiliser Excel au mieux, pour faire un remplissage automatique. Si je reprends la classification du client, euh, vous voyez que les termes sont pas forcément des mots qui sont connus dans ma standardisation. En tout cas, c'est pas des choses qui sont connues dans les données, dans mes calques, etc. Par contre, sur la partie plateforme, je vais prendre cet exemple-là, ça m'a l'air d'être un peu le shapecode que j'utilise sur mes profils en travers. Donc, je vais faire une traduction des termes de la classification client avec les termes que j'utilise moi dans ma standardisation EGIS. Donc shapecode peut-être, c'est lié au profil en travers type qu'on utilise, hein. C'est les Les codes codes de forme. des codes de forme. Les codes de forme. C'est Mm. ceux qui génèrent le solide au moment de Voilà. l'export du solide du projet 3D. Ces shapcodes, comme c'est une information qui est connue dans le profil en travers et qu'elle est exportée au moment de l'export de projet 3D, l'export projet 3D, c'est une information qui est connue. Tu peux passer. Et ce qu'il me faut, c'est que j'utilise cette traduction de classification client, que je la lie avec le nom de code de mes property sets et que je m'en sers pour remplir mes niveaux. Et en fait, dans les property sets qui sont exportés, j'ai une colonne qui va être identique sur chacun des property sets, donc sur chacun des onglets Excel, qui est l'object name, qui est en fait le numéro d'objet. Et pour ça, je vais utiliser la formule Excel qui est assez courante et assez puissante, qui s'appelle recherche V, donc qui me permet de chercher une valeur dans un tableau et qui me donne la possibilité de donner la valeur associée à une ligne. Donc, je retourne dans Excel, je viens dans ma classification. Là, je vais déjà récupérer euh, le shapecode qui est associé à l'object name, donc qui se trouve ici. J'ai le shapecode et l'object name juste à gauche. Donc, je veux ajouter sur ma classification client le shapecode qui fait le lien avec l'object name. Donc là, on est sur de la manipulation purement Excel en fait, hein. Purement C'est Excel. vraiment. Ouais. Je déploie. Là, j'ai récupéré tous mes shapecodes. Maintenant, je vais faire la même chose avec mes niveaux en utilisant ma traduction de client.
Donc je le répète pour chaque colonne, et après je fais une extension. Et voilà. Donc j'ai rempli toute la donnée avec les codes qu'il aurait trouvés. On voit qu'il y a encore certains triple dièses, mais je les ai laissés intentionnellement, pardon, pour après expliquer comment procède le validation job. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est bah, réimporter cette donnée et remplacer les valeurs qui étaient par défaut. Donc j'utilise toujours la même commande, ban seek data, ma collection, mon job, mes fichiers. Et là, j'ai sélectionné plutôt l'import. Donc, importer les données d'Excel dans Civil 3D. Je laisse l'option Overwrite. Je réimporte tous mes property sets. De toute façon, je n'ai pas modifié les autres. Je retourne dans mon Job Explorer pour avoir un accès rapide à mes fichiers. Et maintenant, je vais aller contrôler si effectivement la donnée que j'ai renseignée sur Excel, est bien venue remplacer la valeur par défaut. Hop. Et donc voilà. Donc la valeur, c'est bien renseignée. Par contre, maintenant, est-ce que j'ai bien fait mon travail? Est-ce que j'ai bien utilisé la bonne formule Excel? Est-ce qu'il y a eu des oublis? Et ça va être le travail de validation job. Donc on a plusieurs choix de tests possibles. Euh, Notamment, est-ce que la codification du fichier respecte une certaine règle? Je ne vais pas l'utiliser ici. Moi, je vais utiliser plutôt l'option placeholder value qui me permet de rechercher ma valeur par défaut dans les fichiers qui sont associés à mon job. Choisir le rapport HTML, je trouve que l'affichage est assez intéressant. Donc, je sélectionne mon fichier et je vais venir voir placeholder. Vous voyez que j'ai 573 erreurs. Ce qui peut paraître beaucoup, mais qui ne l'est pas forcément. Je pense que ça représente, enfin, déjà, vous divisez ce nombre par 7, ça fait à peu près 80 solides, et ça doit représenter moins de 5% au final d'erreurs. En fait, je sais d'où vient l'erreur. Je l'ai vu dans mon tableau Excel. Euh, Comme j'ai exporté des solides 3D qui venaient de mon projet 3D, mon profil en travers, lui, contient aussi également des éléments de drainage. Et moi, je n'ai fait la règle enfin, de drainage, par exemple, le caniveau, la cunette, etc. Mais moi, j'ai fait une traduction, j'ai lié uniquement la discipline qui concernait euh, les structures de chaussée. Donc, c'est tout à fait normal que j'ai des erreurs et c'est même plutôt intéressant. Maintenant, si je n'ai pas l'information et que je veux savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe sur cet objet, pourquoi la valeur n'est pas correcte, je peux toujours utiliser l'ID de l'objet et utiliser un script qui sera plutôt en fin de présentation, qu'on utilise pour revenir resélectionner et zoomer sur l'objet. Et là, on a peut-être, euh, on pourra juger plus facilement de pourquoi l'attribut est toujours dans sa valeur par défaut. Donc là, il y a d'autres exemples de validation. À gauche, on est plutôt sur toujours valider si ce que j'ai renseigné correspond à une exigence client. Donc vérifier que je n'ai aucun niveau qui soit différent à A sur des disciplines plateformes. Mais à droite, pardon, j'ai plutôt aussi un intérêt sur les validations de conception. Je peux aller vérifier si j'ai des volumes inférieurs à 0. Je peux aller vérifier si j'ai par exemple des éléments de structure, drainage, qui font partie ou qui ne font pas partie du catalogue du client.
où je peux vérifier, par exemple, si je veux éviter d'avoir des canalisations qui ont une pente inférieure à 0,5%. Enfin, voilà, c'est assez intéressant aussi, c'est que il y a la vérification de qu'est-ce qu'on renseigne comme property set et est-ce que ça correspond à ce qu'on veut, mais il y a aussi une partie vérification de conception. Il faut qu'on accélère un petit peu, Alexis. Ok, bah, du coup, c'était un total succès, parce qu'on a réussi à appliquer les property sets qui respectaient les exigences du client. Les objets ont été parfaitement synchronisés et Excel a vraiment été l'outil pour les renseigner. Correspondance de classification et puis l'outil validation qui a parfaitement fonctionné. Un point sur le ROI, et notamment en termes de gain de temps sur cette opération. Donc, on rappelle ici, enfin, avec Alexis, on a essayé d'estimer qu'est-ce que pouvait faire gagner l'utilisation de Standardized Data Tool par rapport à un process déjà en place chez Egis. Donc, le contexte est un peu particulier parce que Alexis utilisait déjà un processus qui faisait intervenir Dynamo, etc. Il y avait déjà des choses en place pour gérer les données sur des projets de grande ampleur comme celui-là. Donc, Aegis ne partait pas de zéro. Donc, on s'est concentré sur le gain de temps, en fait, puisque un processus existait déjà. Mais bien sûr, le gain serait encore plus important pour des utilisateurs qui n'auraient pas du tout de processus de contrôle aujourd'hui et qui feraient tout manuellement quand il s'agit de gérer des propriétés, et des données attachées à des objets. Donc là, les temps qui sont affichés là sont associés aux fichiers qui sont mentionnés en haut, 14 fichiers de conception de plateforme, 10 000 solides, 5 fichiers d'équipement routier, 1750 solides et 43 réseaux d'assainissement avec 320 canalisations et des regards. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'entités, d'objets à gérer. Processus actuel à gauche, processus avec Standardized Data Tool à droite. Là où il y a un gros gain de temps, c'est l'application des jeux de propriété aux fichiers et aux objets, puisque là, vous avez avec Standardized Data Tool les fonctions dédiées avec des applications par groupe. Donc là où on estimait qu'il fallait passer une journée avec Standardized Data Tool, en 30 minutes, c'est fait. Sur la partie des données attachées aux objets, Aegis avait déjà un système basé sur Dynamo avec des scripts Dynamo, mais qu'il fallait dédier, adapter à chaque cas d'usage. Donc déjà, il y avait l'adaptation du script Dynamo, et puis après l'application du script sur les fichiers. Donc là, ça pouvait représenter 2 jours. C'est exactement les fonctions apportées par Standardized Data Tool. Donc on bascule sur une demi-journée pour traiter le même nombre de fichiers. La validation avec Standardized Data Tool est estimée à une demi-journée. Si on reste sur les tâches équivalentes à ce que fait déjà Model Checker, outil développé par Aegis. Et l'export IFC, un jour, ça ne change rien. Donc, on est, vous voyez, en bas, environ une réduction de moitié du temps de traitement. De 5 jours, on passe à 2,5 jours pour des tâches équivalentes sur un projet équivalent. Donc là, le gain, il est vraiment significatif. Les infos complémentaires sur Standardized Data Tool, il y a des pages Autodesk qui sont dédiées aux outils de validation, de standardisation Autodesk. Standardized Data Tool en fait partie. Il y a aussi les outils qui sont dédiés à Revit, etc. Euh, et puis, il y a une playlist YouTube qui est dédiée à Standardized Data Tool, qui est extrêmement bien faite et qui explique étape par étape comment exploiter Standardized Data Tool. En fait, si vous suivez cette playlist, vous saurez vous servir de Standardized Data Tool. C'est carrément un tutoriel d'apprentissage. Elle est très bien faite. Un mot sur ce truc et astuce, Alexis? Oui, donc c'est un script qui est mis à disposition sur la plateforme Autodesk, enfin sur le forum, qui permet de resélectionner et de zoomer sur un objet en définissant son ID. Voilà. Donc, pour la partie validation, si vous ne savez pas quelle est l'erreur de la validation sur cet objet, Hmm. vous pouvez utiliser ce script pour zoomer dessus et voir ce qui se passe. Ok. Conclusion sur cette
évaluation, on va dire, de Standardized Data Tool. Je commence, je fais la première partie. Donc, on a considéré que bah, c'était effectivement un succès et que le gain de Standardized Data Tool était significatif. Donc, c'est clairement un outil intéressant. Le ROI est évident. On a eu l'occasion de contacter un collègue d'Alexis qui fait partie de Aegis Brésil parce qu'Alexis savait qu'il utilisait déjà SDT depuis, je pense, 2 ou 3 mois. Et il nous a confirmé qu'effectivement, il utilisait beaucoup la synchronisation avec Excel, que lui faisait beaucoup de manipulation et de contrôle avec la synchronisation Excel et ses fichiers de travail en utilisant SDT. Bien sûr, là, ce qui a été montré, c'est un cas d'usage particulier, hein, l'application de cette standardisation exigée par un client en cours de production. Donc là, on avait un intérêt. On peut utiliser SDT dès qu'on a un, un sujet de gestion de la donnée sur les objets infrastructure. Euh, et on a trouvé que l'outil était assez simple à utiliser et souple dans ses paramétrages. Des idées d'amélioration, Alexis? Ouais, alors juste avant la conclusion, je veux juste donner un point, c'est que nous, notre façon de gérer notre donnée, notamment sur les dossiers de conception de livrables, au final, le fait de découper en sous-disciplines, c'est aussi un processus qui marche très bien avec SDT. Voilà, c'est vraiment pour faciliter les choses. Et du coup, la standardisation au profit de la gestion de la donnée, c'est quand même assez appréciable. Sur les idées d'amélioration, donc basées sur la version qu'on a testée d'octobre, oui, effectivement, la sélection des objets quand on veut vérifier ce qui se passe, l'utilisation d'un script ou alors d'un petite programmation qu'on a fait chez Aegis, je pense que ça pourrait directement être intégré à l'outil, enfin, ça serait appréciable. L'outil n'est pas encore connecté avec la plateforme ACC, mais je pense que c'est dans la roadmap et que ça sera bientôt disponible. Je ne m'avance pas sur le bientôt, mais après, effectivement, on crée des jobs et on voudrait avoir la possibilité d'avoir des templates de validation qui sont associés à ce job. Donc, si j'ai un job pour la structure de chaussée, ce serait peut-être bien d'associer un, un gabarit spécifique de validation pour les structures de chaussée. Ensuite, une piste qu'il faudrait quand même regarder, qui est les connexions avec les BSDD. Maintenant, on sait que les propriétés des objets vont être portées sur des plateformes. Est-ce qu'on peut peut-être connecter directement ces propriétés avec SDT? Et puis après, l'échange BCF pourrait être intéressant pour lier les erreurs détectées entre la personne qui a conçu et la personne qui valide. Et Voilà. merci Alexis. On a eu l'occasion de faire ces propositions à l'équipe de développement qui a travaillé sur l'outil. Je pense qu'il a bien noté, qui a beaucoup apprécié le travail d'Alexis et qui a bien noté les propositions d'évolution. Donc à suivre. C'est un outil qui est très récent et je pense que il va être très 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 utilisé. Il est super intéressant à utiliser en complément de Civil 3D.